C'est à Millau, capitale internationale du Roquefort, qu'ont lieu en août, durant 12 jours, les premiers championnats du monde du LM. Un enjeu de taille pour la plus récente des disciplines aéronautiques qui devait prouver qu'elle était enfin parvenue à maturité. Décoller, tout le monde peut décoller. Ah, on est d'accord? Ça, je suis tout à fait d'accord. Alors où est le problème? C'est pour... Il faut poser après. Voilà. Il paraît que quand on s'envole, il faut atterrir. Et alors? Bernard va te dire. Celui qui était au sol, c'était Bernard. Et alors, t'as vu combien de passages avant qu'il se pose? Après cette UTC, eh bien, se rendant compte qu'il ne pouvait pas du tout poser, il a trouvé un système à lui, c'était envisagé pour certaines autres, il faudrait nous entendre. C'est qu'il est parti très loin du terrain, à 2 ou 3 km, et puis il s'est mis à 10 mètres sol, à travers les arbres, jusqu'à l'entrée de piste. Et puis arrivé à l'entrée de piste, eh bien, il a coupé le moteur, et là il a pu effectivement, enfin pas couper le moteur, il l'a réduit. Et en perdant sa vitesse, il a quand même pu se poser en fin de piste. On appelle une arrêtée de Boeing. Voilà. Chaque jour, pendulaires et multi-axes affrontent en sécurité au sein de leur propre catégorie dans des épreuves de vitesse menées à plus de 100 km/h, d'autonomie permettant des vols de 500 km, de navigation se tournant sur des circuits de 30 balises. La plus spectaculaire est celle de précision de décollage et d'atterrissage, se jouant sur des distances de moins de 20 mètres. Il y a un type qui est tombé en panne d'essence à 40 bornes au nord d'ici et qui est revenu sans essence du tout, moteur arrêté, en planant dans les ascendances. Et c'est ça qui est formidable. Et donc moi, les enseignements que je tire, c'est que vraiment les pilotes sont vraiment de très bons pilotes, quoi. Et les machines sont aussi de bonnes machines, mais que, bien entendu, ça reste des aéronefs, donc des choses qui volent. On a le temps d'apprécier les paysages. Il y a des vues fantastiques. On voit en ULM comme on ne voit pas en avion jusqu'à 14h15. C'était de l'huile. À partir de 14h15, ça a commencé à bouger un petit peu. C'était moins agréable. En vol, on ne pouvait plus tout lâcher et puis simplement afficher le cap. Et puis ça allait tout seul. Il fallait commencer à travailler un petit peu le manche. Le nord-est au nord de Millau et plutôt de l'ouest au sud. Mais même force, 5 à 10 nœuds. Hein. Il y a un espèce de tourbillon autour de Millau, quoi. À 2000 mètres, c'est plus régulier, c'est du nord-ouest de 5 à 10 nœuds. 2500 mètres du ouest-nord-ouest, c'est à la 15 nœuds. À 3000 mètres, c'est de l'ouest de 15 nœuds. 3500 mètres. On veut que ce soit des gens capables de voler, capables de se poser avec précision, capables de décoller dans un terrain court. Et donc pour ça, on a conçu un train d'épreuve qui fait appel à toutes ces qualités. Alors ces qualités sont l'aptitude à la navigation, donc savoir se retrouver en l'air et retrouver son chemin, ce qui n'est pas évident. Il n'y a pas de panneau routier à 1000 mètres d'altitude. Être là-haut à 2000 mètres dans les conditions qu'il y a, avec le soleil qui tape, le vent qui secoue, c'est vraiment difficile. Il faut vraiment être en bonne forme, il faut vraiment être un bon pilote et avoir les nerfs qui ne craquent pas. Connaître son moteur et savoir économiser sa consommation d'essence, parce que plus on consomme, plus on doit se poser souvent pour se ravitailler. Savoir non seulement économiser son essence, mais l'économiser à tel point qu'on arrive à exploiter les ascendances et les courants et les vents pour réduire encore sa consommation. C'est une construction française, n'est pas allemande. Jacques McCornack, tu es le premier homme à avoir traversé les USA en ULM. Oui, j'étais l'un des premiers. Nous étions quelques-uns.
fier de cet engin. Nous étions un certain nombre de pilotes, 4 en tout en 1979, à faire la traversée des USA sur ptérodactyle. Je suis venu il y a 2 ans pour la grande course, une randonnée de 1000 km à travers la France. Il paraît que tu atterrissais juste à côté des stations-service. Oui, quelqu'un m'avait donné un mot qui voulait dire à peu près « Cet homme ne parle pas français, s'il vous plaît, vendez-lui de l'essence ». Alors combien de balises? 19. Et Laurent, tu me penses ça? Merci. On voit que ceux qui font les points, ils vont pas les photographier. J'ai fait très attention, j'ai tourné très doucement. Et je vais ouvrir devant vous la petite boîte. Moins de 5 litres à l'heure. Là, il me reste un petit litre, quoi. Il peut voler presque 6 heures, donc de toute façon, on ne sera pas fixé tout de suite. Je suis quasi certain que Krenz aura fait les 30 balises. Il n'y a pas de raison qu'il n'arrive pas à les faire, ou alors c'est qu'il a eu un problème. Il y a 6 heures? Oui, il a bien 6 heures d'autonomie. Hein. Alors il tourne toutes les balises, sans problème. Plus de photos que J'ai pris la 13. Une photo. La 22. Bien, mais ras-le-bol. Une photo. Alors, les seules photos défectueuses que je peux avoir, c'est quand j'ai un doute sur l'endroit, je prends une photo de la région, et si celui qui examine la photo ne retrouve pas l'endroit, ben c'est qu'effectivement, c'était pas la bonne place. Donc là, mais c'est pas un problème de photo, ça, c'est un problème de navigation. Certains jours, on regrette qu'on soit obligé de faire une épreuve qui dure 5h30 sans pouvoir se poser. C'est pas très confortable, alors qu'on préférait se poser dans une prairie, aller faire un tour, parler avec les gens, etc. Ce qui est la pratique courante de l'ULM. Mais si on fait une compétition, il faut accepter les règles. Donc, on fait la compétition. On peut avoir une très bonne machine si on la connaît pas bien. On peut perdre des points. Et par contre, on peut être un bon pilote si on n'a pas une bonne machine, ça marchera pas. Ce qui est important, c'est d'avoir une très bonne machine et de bien la connaître. On constate en grande partie grâce à ces championnats que l'ULM devient une discipline aéronautique, c'est-à-dire qu'avec un ULM, on peut voler haut, on peut voler loin, on peut voler longtemps. Pendant ces championnats, on doit compter 1000 à 1500 décollages et atterrissages, plusieurs milliers d'heures de vol, dans des tabasses pas possibles au-dessus du Massif central, dans des vents de 40 à 50 à l'heure. Après ça, on peut dire quand même que c'est une machine volante fiable comme un avion. Il y a quelques heures, Joachim Krenz, qui menait le championnat du monde du LM, est mort. Werner Pfandler, tu es commissaire international représentant la Fédération aéronautique internationale. Tu as vu l'accident. Est-ce que tu peux nous parler des circonstances dans lesquelles Joachim est mort? On peut dire que c'était une vrille classique. Ça veut dire qu'il est allé en direction avec vent arrière pour retourner vers le point du terrain précision d'atterrissage. Et là, il paraît, je ne suis pas sûr, mais il paraît qu'il était un peu long. Et au moment qu'il a fait son initiation pour le virage commençait à se serrer et en 4 fois à peu près tournant, il a touché le sol. Pour sortir d'une vrille, il faut toujours avoir d'altitude, mais pour réagir correctement, il faut même comprendre ce qu'il se passe et en 10 à 12 secondes, c'est très peu de temps pour réagir correctement. Il a fait un vol énorme avant de 5h30 de concentration 100% pendant 5h30, il faut se rendre compte. Et sous son casque, une chaleur énorme, de travailler dans un pays qu'il ne connaît pas bien, qu'il faut trouver des points, qu'il faut photographier, qu'il faut rentrer dans une certaine limite de temps. Alors, évidemment,
il était en stress, on peut le dire. Peut-être il faut aussi préciser, c'est pas un problème ULM, c'est un problème d'aviation en général. Une vrille peut se passer soit au vol libre, soit un grand avion qui porte une centaine de personnes. Après la mort de Joachim, l'équipe allemande a décidé de continuer la compétition. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Oui, le chef d'équipe, Erich Plöckner, d'ailleurs un pilote avec une expérience énorme d'aviation en général, il a assemblé toute l'équipe et ils ont pris une décision en pensant à la réaction de Joachim et sa femme. Ils se sont dit, si on arrête, c'est pas à la volonté de Joachim, ils ont dit, lui était un compétiteur 100%. La dernière des choses qu'il voulait, c'est que nous arrêtons. Patrick, tu es pilote du ULM à tes heures. Oui, c'est vrai. Le pilotage de l'ULM, c'est un petit peu le plaisir à l'état pur, le plaisir de voler à l'état pur, parce que ce sont des engins qui sont simples, qui ne sont pas sophistiqués, donc qui sont agréables à piloter, et en même temps, on se trouve en contact direct avec l'air. On est un petit peu buriné par les filets d'air, c'est une expression qu'on a très souvent dans les milieux d'aviation. Et là, cette expression s'avère exacte, c'est-à-dire qu'on se trouve suspendu au bout d'une voilure et on a le sol qui défile dessous, on sent très bien la pression de l'air, donc on n'a même plus besoin de tube pitot et on pilote directement en contact avec l'air. Je trouve ça très très agréable. Il y a une sensation physique que l'on n'a évidemment pas dans un avion. Et qu'est-ce que tu penses des vertus pédagogiques de l'ULM dans l'acquisition de la troisième dimension? Eh bien, elles sont très grandes parce que cet engin qui est élémentaire permet d'associer à chaque action d'une gouverne une réaction immédiate et une deuxième réaction qu'il faut déjà contrer, car, comme tu le sais, tous les engins volants ont des actions directes, immédiates, et des actions secondaires. Et tout l'art du pilotage consiste très souvent à combiner les deux le plus astucieusement possible et le plus finement possible pour arriver à avoir un beau pilotage, une belle trajectoire. Et pour moi, réellement, dans un sens pédagogique, l'ULM s'inscrit un petit peu au début de la chaîne, si on peut tracer une ligne entre l'aile volante, le deltaplane, l'ULM, l'avion, le planeur, l'avion. C'est vraiment une espèce de ligne et lorsqu'on s'accroche à un bout de cette ligne, on arrive à une forme de pilotage, plus ou moins évoluée, mais toujours une forme de pilotage d'un engin.